Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Conte nocturne écrit par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Toujours Conte nocturne donc, avec la 5e nouvelle ce soir, la nouvelle La Maison déserte. Je vous invite à vous installer, à prendre place si vous me suivez en live, mais aussi si vous me regardez en rediffusion. Et d'ailleurs, je vous le fais remarquer au cas où vous ne l'auriez pas vu, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer tout le blabla que je pourrais faire en intro ou même dans des pauses pendant ma lecture, et donc de vous rendre directement à l'endroit qui vous sied, à l'endroit qui vous intéresse, sachant que le conte de ce soir, ou la nouvelle, appelez ça comme vous voulez, est composé de plusieurs chapitres, donc a priori la découpe devrait pas être trop difficile, même si je suis encore en train de me tâter à savoir si je la découpe en 2 lectures ou en 3 lectures. Alors non pas en 2 ou 3 épisodes, attention, mais seulement en 2 ou 3 fois ce soir. Voilà, voilà, voilà. Bien. C'est notre premier live de l'année, quoique pas vraiment, puisque j'ai passé Nouvel An avec vous, lors d'un gros fat live de 4 heures, qui était très cool pour le coup, j'ai vraiment kiffé, ça m'a vraiment fait plaisir de partager cet instant avec vous. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous y fais mes vœux. Je vais pas forcément les réitérer en long, en large et en travers. Simplement un petit message, voilà, à ceux qui regarderaient cette vidéo, pour dire que oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Oui, j'espère revenir de manière durable, mais je préfère rien promettre parce que, bah voilà, 2023 a été riche en événements difficiles dans ma vie perso, et ça a été dur à affronter, ça a été dur de s'en remettre aussi. Je commence doucement, j'ai l'impression, et donc, je suis avec une joie non dissimulée de retour ce soir pour un live de lecture à l'ancienne, un mardi 21h comme d'hab. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère pouvoir réitérer autant que faire se peut, et voilà, reprendre petit à petit peut-être ma routine de live de lecture, mais de live autres également. Il y a des lives de jeux vidéo que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps. Il y a des lives où on va tous ensemble se balader dans ma bibliothèque, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a des tas de choses, il y a des tas de choses qui arrivent. Vous entendrez peut-être, si vous êtes un habitué de la chaîne, que la qualité sonore des lives a changé. Ce n'est pas pour rien, je n'ai pas rien fait non plus pendant cette pause des lives. J'ai repeint les murs en blanc, ça se remarque, c'est un petit truc. Il y a également la qualité sonore qui devrait être meilleure sur les lives. Bonsoir Blackfreux, merci d'être là, ça fait plaisir, j'espère que tu vas bien. Donc oui, il y a la qualité sonore qui doit avoir changé un petit peu, j'espère que ça se remarque quand même. J'ai investi dans un meilleur micro, j'ai investi dans un micro où normalement je vais pouvoir faire des grosses voix, mais que vous m'entendrez malgré tout. Ou bien je pourrais chuchoter, mais ça devrait passer quand même. Donc voilà, normalement un micro avec un micro déjà lui-même plus qualitatif, et des réglages qui vont avec ce micro qui font que normalement c'est plus professionnel. Blackfreux qui nous dit de fou, le son est meilleur, plus fort, ça va être génial pour les replays où même à fond le son était pas très élevé. Merci Blackfreux de me faire ce retour qui me rassure de ouf, parce que je partageais exactement ton avis. J'avais vraiment l'impression sur les replays à chaque fois de me dire mon son n'est pas très je vais pas dire punchy, mais je savais pas comment le dire, mais voilà, il y avait un volume général qui n'était pas très puissant, et même en mettant les baffles à fond chez moi, je m'entendais relativement bas, je trouve. Donc je suis heureux si ça corrige un peu ce problème. Je suis heureux si ça s'entend. Et dites-vous bien qu'on n'est pas sur des réglages définitifs, donc si vraiment ça vous perturbe, parce que j'ai conscience aussi qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, notamment sur mes lives, qui sont des lives qui vont beaucoup se baser sur le son, beaucoup se baser sur la voix, lors des lectures à voix haute. Donc j'ai conscience aussi qu'il y a une approche possible de l'ordre de la sensibilité et de l'ordre de la familiarité. Se dire, ah, cette voix-là, j'y suis habitué, ce son-là, j'y suis habitué.
pourquoi tu changes le son? Donc voilà, si vraiment vous êtes en mode, «Non, non, le son est plus pourri qu'avant, c'est pas possible, change», je changerai. Si vous me dites que c'est mieux, tant mieux. Si vous me dites que c'est mieux mais améliorable, que vous pensez qu'il y a deux trois trucs qui déconnent, n'hésitez pas à me faire des retours, je suis ouvert vraiment à tout retour et moi je vais essayer, de faire une expertise, une analyse de tout ça. Je vais essayer de m'écouter en rediffusion, de voir un petit peu ce qui me plaît, ce qui me déplaît. Déjà avec le live de Nouvel An que j'ai mis en rediff là, cet après-midi, je me suis rendu compte que j'avais l'impression que la voix était heu, un peu trop étouffée peut-être. Je sais pas dire si elle est trop compressée peut-être. C'est difficile parce que je ne suis pas ingé son, mais je pense que le bon terme, ça serait qu'elle est peut-être un peu trop compressée. À voir, à voir, ça va se savoir avec le temps aussi j'imagine. Peut-être que justement ça me change juste de d'habitude et qu'il faut un temps d'adaptation. Donc voilà, on va laisser à ces réglages actuels, un petit temps de rodage, et une fois qu'on aura eu un peu de recul, je prendrai des décisions, les décisions qui s'imposent. Qu'est-ce que j'allais dire également? Ouais, j'ai entendu brièvement, mais je sais pas si c'est vrai ou si c'est mon imagination ou quoi que qu'est-ce. J'ai eu l'impression d'entendre des petits bruits électroniques en fond de ma voix parfois. Je sais pas si c'est lié au fait que j'avais le chat Twitch sur mon portable, et que mon portable était assez proche de mon micro. Je sais pas si c'est parce que j'ai une prise jack qui flotte dans les airs juste à côté de mon micro et que c'est la prise, en fait pour, le micro de mon casque, mais j'ai mon micro, puis le casque relié à ce micro, mais pas la prise du micro du casque. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais bref. Bref, tout ça pour dire que il y avait peut-être des nuisances sonores, mais je suis pas sûr. Faut que je réécoute ça plusieurs fois et que je me fasse un avis aussi sur bah, l'exercice qui va mettre, j'ai envie de dire, le système le plus à l'épreuve, à savoir la lecture à voix haute. Parce que forcément, sur la lecture à voix haute, j'ai envie que ce soit le plus impeccable possible. Là où je suis content aussi, c'est que moi je l'entendais très clairement sur les anciens lives. Il y avait quand même un petit bruit de fond. Il y avait quand même un petit chut permanent, un bruit de vent comme ça permanent. Et là, je trouve que avec les réglages que j'ai fait, c'est beaucoup beaucoup moindre. Si je me tais 3 secondes, normalement, vous n'entendez strictement rien. Et même quand je parle, normalement, vous n'entendez pas grand-chose en fond, si j'ai bien fait mon boulot et si les réglages fonctionnent bien comme en off. Mais bon, trêve de bavardage, on a parlé un peu de technique, on a un peu parlé du fait que j'avais fait une pause, que je revenais, tout ça, que j'allais essayer de revenir du moins régulièrement et tutti quanti. J'en profite pour vous dire merci encore les amis pour l'année 2023 qu'on a passé ensemble, pour les moments qu'on a partagés, pour les lives qu'on a partagés. Et j'ai déjà eu des commentaires trop gentils aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Et franchement, je ne le dis jamais assez, mais je considère que j'ai vraiment des gens très 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 hautement sympathiques dans mes viewers, donc ça fait trop plaisir. Je me dis c'est une chance de fou que peut-être 90% de mes commentaires YouTube, il y a merci dans le commentaire quoi. Et ça je trouve ça fou. Je trouve ça fou donc c'est moi qui vous remercie d'instaurer une si bonne ambiance dans les commentaires et tutti quanti. Je vais dire et tutti quanti un trilliard de fois, c'est terrible. Bref, franchement, je suis grave content et je voulais réitérer, pour ceux qui n'auraient pas le time de checker, la rediff, du live, de Nouvel An. Je réitère que j'espère que vous allez passer une agréable année 2024, la meilleure possible, que vous allez vous épanouir, que vous allez tout simplement attendez, j'ai peur parce que j'ai l'impression que le live s'est déconnecté. Non, ça a l'air d'aller. OK. Que vous allez tout simplement, bah, avoir, enfin, comment dire? Je vous souhaite tout ce que vous pouvez désirer, tout ce que vous pouvez j'avais une phrase que j'avais trouvée qui était cool, je trouvais. Bref, je vous souhaite tout ce que vous pouvez désirer. Je vous souhaite, tout ce qui pourra vous rendre heureux, tout ce dont vous pourriez avoir besoin et on rempile pour une année. Bien, on va pouvoir se lancer dans la lecture assez rapidement, je pense. La lecture de ce soir n'est pas très très longue, a priori. Je pense qu'on en a pour 1 heure et demie, un truc comme ça.
et donc on aura une nouvelle dans son intégralité, ce qui est pas mal. Sachant que ça ne sera pas le cas pour la 6e nouvelle, la prochaine, qui, je crois, fait 100 pages et pour le coup, je vais pas être capable de le faire en une soirée. Donc dites-vous que la prochaine nouvelle sera certainement séparée en 2 voire 3 lives. On en reparlera en temps venu. Pour l'heure, dédions-nous à la nouvelle du soir, la maison déserte. Je vous invite à prendre à boire, à manger, à vaquer à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez. Et je vous souhaite une bonne écoute déjà d'avance. Bonne santé à toutes et à tous. Trinquons à cette nouvelle année qui se profile. Et on va pouvoir se lancer. Ça me fait trop bizarre de live à chaque fois, c'est terrible. Bien. Il faut que je reprenne mes vieilles habitudes. On va pouvoir changer de setup. Et on va pouvoir se lancer. Oh tiens, je vous ai pas parlé d'une chose. Je vous en tire un tout petit mot. Je travaille actuellement avec une illustratrice pour faire quelque chose que vous devriez voir arriver dans les semaines, mois à venir. Peut-être... ouais, j'espère qu'en février, ça sera fini. C'est un petit truc qui sera peut-être du détail pour beaucoup d'entre vous, mais c'est un truc que je serais fier de vous montrer, d'ores et déjà, je peux vous le dire, parce que j'ai eu les premiers rendus, et c'est vraiment super sympa. Donc voilà, dites-vous que Planétéo, je le carry. je continue à essayer de l'améliorer au fur et à mesure du temps, que ce soit sur la direction artistique, que ce soit sur la technique, que ce soit sur l'accessibilité aussi, puisque oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. J'ai mis en place aussi, en fin d'année dernière, un Linktree. Donc du coup, il y a un lien sur lequel vous pouvez avoir... En fait, c'est un peu une carte de visite, quoi. Il y a un lien sur lequel vous pouvez avoir accès à tous les sites sur lesquels je suis. Donc ça, c'est vachement pratique. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je crée une commande sur Wizbot pour le chat Twitch. Ce serait beaucoup plus simple d'avoir une commande Linktree qui donne les liens de tous mes sites, de tous mes réseaux, plutôt que d'avoir une commande pour les réseaux sociaux, une commande pour YouTube, une commande pour Discord, une commande pour mon livre, une commande pour Babelio. Ouais, je pense que ce serait pas mal de faire ça. Merci pour le follow, Popcorn, c'est super gentil. Et d'ailleurs, merci à Catégorie Théoriste pour avoir follow aussi pendant que j'étais en off. Merci à tous les deux. Bienvenue, installez-vous, prenez place. La lecture va démarrer. Installez-vous dans vos fauteuils, bien gentiment. Installez-vous, attachez vos ceintures. On est parti. Allez, cette fois-ci, on y est. Je pense m'interrompre d'ici 15-20 minutes, quelque chose de ce ordre-là. Est-ce que je suis stressé que la lecture ne fonctionne pas bien avec mon nouveau setup? Non, à peine. Bref, je vous souhaite une bonne écoute Blackfreux, bonne écoute Popcorn si tu veux parmi nous. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques minutes pour la première pause de ce soir. La maison déserte. Après avoir longtemps causé, nous étions tombés d'accord, et nous avions reconnu que les apparitions de la vie réelle se présentaient souvent sous une forme plus merveilleuse que toutes les créations de l'imagination la plus dévergondée. Je pense, dit Lélio, que l'histoire nous fournit des preuves irrécusables à cet appui, et c'est là ce qui rend si fatigants et si absurdes les prétendus romans historiques, où l'auteur ose rattacher les folies de sa cervelle oisive aux actions de la puissance éternelle qui régit le monde. C'est la vérité profonde de ces secrets impénétrables qui nous saisit avec tant de force, dit Franz, qu'elle nous fait reconnaître l'esprit auquel nous sommes tous soumis. Ah, reprit Lélio, c'est justement cette connaissance qui nous manque. C'est celle qui nous fut ravie après la chute de notre premier père. Beaucoup sont appelés et peu sont élus, dit Franz. Ne penses-tu pas que la connaissance ou le pressentiment du merveilleux, qui est un plus beau sentiment encore, est accordé à quelques-uns comme un sens particulier? Pour moi, il me semble que ces hommes, doués d'une seconde vue,
sont assez semblables à ces chauves-souris en qui le savant anatomiste Spallanzani a découvert un sixième sens plus accompli à lui seul que tous les autres. Oh oh s'écria Franz en riant. Alors les chauves-souris seront les véritables somnambules. Mais pour abonder dans ton sens, j'ajouterai que ce sixième sens, si admirable, consiste à saisir instantanément dans chaque objet, dans chaque personne, dans chaque événement, le côté excentrique, pour lequel nous ne trouvons pas de point de comparaison dans la vie commune, et que nous nous plaisons à nommer le merveilleux. Mais qu'est tout cela sinon la vie ordinaire? Tourner toujours dans un cercle étroit, contre lequel on se cogne sans cesse le nez, quand on a l'envie de faire quelques bonds qui rompent un peu cet exercice monotone. Je sais quelqu'un en qui l'esprit de vision dont nous parlions tout à l'heure semble une chose toute naturelle. De là vient qu'il court des journées entières après des inconnus qui ont quelque chose de singulier dans leur marche, dans leur costume, dans leur ton ou dans leur regard. Qu'il réfléchit profondément sur une circonstance comptée légèrement et que personne ne trouve digne d'attention, qu'il rapproche des choses complètement antipodiques et qu'il en tire des comparaisons extravagantes et inouïes. Lélio s'écria à haute voix. « Arrêtez! C'est là notre Théodore! Voyez, il semble avoir quelque chose de tout particulier dans l'esprit, à en juger par la manière dont il regarde le bleu du ciel. » En effet, dit Théodore, qui jusque-là avait gardé le silence. Mes regards doivent porter le reflet d'une pensée singulière, du souvenir d'une aventure passée depuis longtemps. « Oh, raconte-nous-la » s'écrièrent à la fois tous les amis. « Volontiers, » dit Théodore. À ces mots, il tira son portefeuille, où il recueillait toutes sortes de notes sur ses voyages, et raconta l'histoire suivante en jetant de temps en temps un regard sur ses feuillets, comme pour aider à sa mémoire. Chapitre 1er. Vous avez, ainsi commença Théodore, vous savez que je passais tout l'été dernier à Berlin. Le grand nombre de vieux amis et de connaissances que j'y trouvais, la vie libre et commode, l'attrait diversifié des arts et des sciences, tout cela me retenait puissamment. Jamais je n'avais été plus satisfait et plus disposé à me livrer à mon ancien penchant de me promener seul dans les rues, de me réjouir à la vue des images suspendues aux boutiques, des affiches, ou de contempler les tournures des gens qui passaient et de faire leur horoscope. Sans compter que j'avais encore pour compléter mon plaisir la vue des ouvrages des arts et celle des magnifiques édifices. L'allée, ceinte de constructions de ce genre qui mène à la porte de Brandebourg, et le rendez-vous du monde appelé par son rang ou par sa richesse, à jouir de tous les avantages de la vie. Dans les bas étages de tous ces beaux palais sont des magasins où l'on débite tous les objets de luxe, tandis que les étages supérieurs sont habités par la classe de gens dont je viens de parler. Les plus belles hôtelleries sont dans cette rue, presque tous les ambassadeurs y demeurent. Et un mouvement tout particulier se fait remarquer dans ce quartier qui semble plus populeux que tout le reste de la ville. L'affluence qui s'y porte fait que chacun se contente d'une demeure très étroite et que plus d'une de ces maisons, habitées par différentes familles, ressemble à une ruche d'abeilles. Je m'étais souvent promené dans l'allée lorsqu'un jour mes yeux furent frappés par une maison qui se distinguait des autres d'une façon bien singulière. Représentez-vous une maisonnette à 4 croisées, resserrée entre 2 hauts édifices, dont tout l'étage s'élevait à peine au-dessus du rez-de-chaussée de la maison voisine. Le toit délabré, les vitres remplacées par du papier collé et les murs décolorés attestaient l'extrême négligence du propriétaire. Imaginez combien une telle maison devait ressortir entre tous ces bâtiments décorés avec tout le luxe du goût moderne. Je m'arrêtai, et en l'examinant avec plus d'attention, je remarquai que les fenêtres étaient hermétiquement fermées, qu'un mur avait été élevé devant celle du bas étage et que la porte, où manquait la sonnette, n'offrait pas une serrure, ni même un bouton. J'étais bien convaincu que cette maison était inhabitée, car jamais, à quelque heure du jour que je vinsse à passer, une trace de créature humaine ne s'était offerte à mes yeux. Une maison inhabitée, dans ce quartier de la ville. Merveilleuse apparition. Et cependant, elle pouvait avoir un motif bien naturel et bien simple. Si le propriétaire se trouvait entraîné dans un long voyage, ou s'il habitait des propriétés éloignées, et qu'il tint à se conserver cette habitation pour son retour. Ainsi pensais-je. Et cependant, je ne sais comment, il se faisait que je m'arrêtais involontairement chaque fois que je passais devant la maison déserte,
et que je m'enfonçais dans des méditations bizarres. Vous savez, chers compagnons de mon enfance, que j'ai toujours passé pour un visionnaire, et que vous avez été sans cesse occupés à me retirer du monde imaginaire où je suis toujours plongé. Prenez vos airs frondeurs et intelligents si vous le voulez. J'avouerai franchement que je me suis souvent mystifié moi-même, et que je craignais encore une déception de ce genre avec cette maison vide. Mais la morale viendra à son tour. Marchons au fait. Un jour, et à l'heure même où le bon ton ordonne de se promener de long en large dans l'allée, j'étais arrêté, comme d'ordinaire, devant la maison déserte, et je me livrais à mes réflexions. Tout à coup, je remarquai que quelqu'un s'était placé près de moi et me regardait. C'était le comte P, en qui j'avais déjà reconnu, sous plus d'un rapport, quelque sympathie avec moi, et aussitôt je fus assuré que le mystère de cette maison l'avait également frappé. Lorsque je lui parlais de la singulière impression que ce bâtiment désert, au milieu du quartier le plus animé de la résidence, avait produite sur moi, il se mit à sourire ironiquement. Le comte P s'était avancé beaucoup plus loin que moi. Il avait déjà fait maintes suppositions sur cette maison, et son histoire allait bien au-delà de tout ce que j'aurais pu inventer. Je devrais vous rapporter l'histoire du comte, dont je me souviens encore parfaitement, mais je préfère ne pas interrompre le fil de mon récit. Après avoir fait son histoire, le comte s'était ensuite informé. Quel avait été son étonnement en apprenant que la maison vide n'était autre chose que le laboratoire du pâtissier-confiseur, dont la magnifique boutique était toute proche. C'est pourquoi les fenêtres du rez-de-chaussée où se trouvait le four avaient été murées, et celles des chambres hautes garnies d'épais rideaux pour préserver les sucreries du soleil et des insectes. Lorsque le comte me fit cette communication, j'éprouvais à mon tour un désappointement cruel. En dépit de cette explication prosaïque, je ne pouvais m'empêcher de regarder en passant la maison vide, et toujours des images bizarres semblaient en sortir, et me causaient un léger frisson. Je ne pouvais pas à toute force m'accoutumer à l'idée des tourtes, des bonbons, des massepains et des fruits confits. Une singulière combinaison d'idées me faisait prendre toutes ces choses pour des paroles de douceur, à peu près comme celle-ci. N'ayez pas peur, mon cher ami, nous sommes des créatures tout de sucre et de miel. Mais un coup de tonnerre donnera un peu de vigueur à tout cela. Puis, je me disais, n'es-tu pas bien insensé de mêler toujours les merveilles aux choses les plus ordinaires, et tes amis n'ont-ils pas raison lorsqu'ils te traitent d'incurable visionnaire ? La maison restait toujours la même. Mon regard s'y accoutuma peu à peu, et les images folles qui semblaient sortir de ces murailles s'évanouirent insensiblement. Un hasard réveilla en moi toutes les idées qui commençaient à s'assoupir. Vous pouvez imaginer que je ne laissais pas que de regarder la maison avec attention, chaque fois que je passais dans l'allée. Il arriva de la sorte qu'un jour, comme je me promenais de ce côté vers l'heure de midi, mes regards s'arrêtèrent sur une des fenêtres voilées de la maison vide. Je remarquai que le rideau de la fenêtre la plus voisine de la boutique du confiseur commençait à s'agiter. Je tirai ma lunette de spectacle de ma poche, et j'aperçus alors distinctement une main de femme d'une blancheur éclatante et d'une forme gracieuse. Un brillant étincelait à son petit doigt, et un riche bracelet entourait l'extrémité de son bras voluptueusement arrondi. La main posa devant la fenêtre un flacon de cristal d'une forme bizarre, et disparut derrière le rideau. Je m'arrêtai tout ébloui, un singulier sentiment agitait tout mon être. Je ne pouvais me détacher de la contemplation de cette fenêtre, et j'éprouvais quelque peine à respirer. Enfin, je revins à moi, et je me trouvai entouré d'un grand nombre de gens de toute espèce qui me regardaient d'un air de curiosité. Cela me chagrina fort, mais je pensai aussitôt que le peuple est le même dans toutes les grandes villes. Je m'enfuis doucement, et le démon prosaïque me glissa fort distinctement à l'oreille que j'avais vu la femme du confiseur, dans son habit des dimanches, posant une bouteille d'eau rose devant la fenêtre. Tout à coup, il me vint une pensée fort raisonnable. Je revins sur mes pas, et j'entrai dans la belle boutique ornée de glaces qui avoisinait la maison vide. Tout en soufflant sur l'écume brûlante d'une tasse de chocolat que j'avais demandée, c'est chez les conditeurs ou confiseurs qu'on prend le café, etc. Ces conditeurs sont ordinairement des Italiens ou habitants de la Suisse italienne. Je me mis à dire d'un air distrait: « Vous avez bien agrandi votre établissement en prenant la maison voisine. » Le confiseur jeta encore quelques bonbons sur le gâteau qu'attendait une jolie fille, et me regarda en souriant d'un air interrogatif,
comme s'il n'eût pas compris mes paroles. Je répétai qu'il avait agi fort judicieusement en plaçant son laboratoire dans la maison voisine, bien que ce bâtiment désert fît un fâcheux contraste avec les brillants édifices de cette rue. « Hé, monsieur, me dit le confiseur, qui vous a dit que la maison voisine m'appartienne? Malheureusement, toutes les tentatives que j'ai faites pour l'acquérir ont été inutiles. Et après tout, je n'en suis pas fâché, parce qu'il se passe de singulières choses dans cette maison. » Vous pouvez imaginer combien la réponse du confiseur me frappa. Je le priai en grâce de m'en dire davantage sur cette maison. « Monsieur, me dit-il, je ne suis pas moi-même fort bien instruit à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est que la maison appartient à la comtesse de S, qui habite ces terres et qui n'est pas venue à Berlin depuis nombre d'années. On m'a dit que la maison était déjà dans l'état de délabrement où elle se trouve aujourd'hui, avant même qu'on eût élevé tous les beaux édifices qui ornent notre rue. Il n'y demeure que 2 créatures vivantes, un vieil intendant misanthrope et un misérable chien, las de la vie qui passe les nuits dans la cour, à aboyer après la lune. On croit généralement qu'il apparaît des spectres dans ce bâtiment vide, et véritablement, mon père et moi, nous avons souvent entendu des gémissements plaintifs. Surtout au temps de Noël, où les commandes nous forcent souvent de travailler toute la nuit. C'étaient des bruits étranges qui nous faisaient frissonner. Il n'y a pas longtemps non plus que, dans le silence de la nuit, j'ai entendu un chant si singulier que je ne pourrais pas vous en donner une idée. C'était évidemment la voix d'une vieille femme, mais les tons étaient si éclatants, les cadences si variées, que moi, qui ai entendu tant de cantatrices en Italie, en France et en Allemagne, je n'ai jamais rencontré rien de semblable. Il me semblait qu'on chantait des paroles françaises, mais je n'ai jamais pu les entendre distinctement. Et d'ailleurs, je n'ai pas écouté longtemps cette folle chanson de revenant, car mes cheveux se dressaient sur ma tête. Quelquefois, lorsque le bruit de la rue vient à cesser, nous entendons, du fond de la chambre, de profonds soupirs, et puis un rire étouffé qui semble venir du plancher. Mais en plaçant son oreille contre la muraille, on s'aperçoit facilement que ce rire et ces soupirs viennent de la maison voisine. Remarquez, il me conduisit dans son arrière-boutique et me plaça près d'une fenêtre. Remarquez bien ce tuyau de fonte qui sort de la muraille. Il en sort quelquefois une fumée si épaisse, même dans l'été, que mon frère a souvent querellé le vieil intendant, en lui disant qu'il mettra un jour le feu à la maison. Celui-ci s'excuse en disant qu'il fait sa cuisine, mais pour ce qu'il mange, Dieu le sait, car il sort de là une odeur endiablée. La porte de la boutique s'ouvrit, et le confiseur courut à son comptoir en m'indiquant par un regard significatif la figure qui entrait. Je le compris parfaitement. Cette bizarre tournure pouvait-elle appartenir à quelque autre qu'à l'intendant de la maison mystérieuse? Figurez-vous un petit homme sec, un visage couleur de momie, le nez pointu, les lèvres serrées, des yeux de chat verts et étincelants, le sourire perpétuel d'un fou, un toupet étagé à la mode antique, avec des ailes poudrées et une grande bourse, un habit couleur de café, vieux et pâli, mais bien brossé, des bas grises et de grands souliers à boucles. Cette petite figure a des mains énormes et des doigts extrêmement longs et nerveux. Elle s'avance avec raideur vers le comptoir, regarde en souriant les friandises renfermées dans des bocaux de cristal, et dit d'une voix faible et plaintive: « 2 oranges confites, 2 macarons, 2 marrons glacés, etc. » Le confiseur mit à part tout ce que cet homme lui demandait. « Pesez, pesez, mon digne voisin, » dit l'intendant en tirant de sa poche une petite bourse de cuir. Je remarquai que l'argent qu'il posait sur le comptoir se composait de diverses sortes de monnaies hors de cour. Il les compta en murmurant tout bas. « Très doux, il faut que tout cela soit très doux, je le veux bien. Que le diable emmielle sa femme, je ne m'y oppose pas. » Le confiseur me regarda en riant et dit au vieil intendant: « Vous ne me paraissez pas bien portant. »« Oui, l'âge ôte les forces petit à petit. » Sans changer de visage, le vieil intendant répondit d'une voix forte: « L'âge, l'âge, perdre mes forces. Ho, ho, ho. » En parlant ainsi, il frappa si violemment ses mains l'une contre l'autre que les vitraux en retentirent et fit un bond si vigoureux que toute la boutique et les verres placés sur le comptoir en tremblèrent longtemps. Mais au même moment, un grand cri se fit entendre. Le vieil intendant avait marché sur son chien noir qui s'était glissé derrière lui et qui se tenait couché à ses pieds.
Maudite bête, chien d'enfer, dit-il avec son premier ton de voix doux et affaibli. Et ouvrant son cornet, il en tira un macaron qu'il présenta au pauvre animal. Le chien, dont les cris avaient dégénéré en gémissements, se tut aussitôt, et se dressant sur ses pattes de derrière, se mit à manger le macaron dans l'attitude d'un écureuil. Bonne nuit, mon voisin, dit l'intendant en tendant la main au confiseur, et en lui serrant la sienne si fortement qu'il en poussa un cri de douleur. Le pauvre vieillard affaibli, le pauvre vieillard affaibli vous souhaite une bonne nuit, mon cher voisin. Et il sortit avec son chien qui le suivit, la bouche pleine de macarons. Voyez-vous, dit le confiseur, voilà comme il vient ici de temps en temps, ce vieux diable, mais je ne puis rien tirer de lui, si ce n'est qu'il était autrefois valet de chambre du comte de S, qu'il a soin de la maison où il est, et qu'il attend chaque jour la famille du comte. Il l'attend depuis je ne sais combien d'années. Mon père lui parla une fois du bruit qui se fait dans la nuit, mais il lui répondit fort tranquillement. Oui, oui, on dit qu'il y a des revenants dans la maison, mais ne le croyez pas, il se peut bien que l'on mente. L'heure où le bon ton amène le beau monde chez les confiseurs en vogue était arrivée. Une foule d'élégants se précipita dans la boutique, et je ne pus en apprendre davantage. Et c'est la fin du chapitre 1, les amis. Nous nous marquons une courte pause. Ok, ça fait plaisir de replonger dans les contes nocturnes d'Hoffmann. Il y a toujours cette dimension un petit peu mystérieuse, un petit peu mystique même. C'est très très intéressant. Non, d'ailleurs non. Il y a un peu moins de mystique ici. On parle quand même, au détour de quelques phrases, du diable. Voilà, c'est un thème qui reste présent. Mais je dirais que là, on est plus quand même dans le mystérieux que le mystique, pour le moment en tout cas. Et ça laisse présager des choses intéressantes. Franchement, ça me donne grave envie. Du souvenir, alors forcément, du coup, ma lecture d'Hoffmann, je l'ai un peu traitée différemment de mes lectures habituelles en live, dans le sens où là, on a fait quand même une grosse pause. Je crois que ça fait 2 mois que j'ai lu la dernière nouvelle d'Hoffmann. Donc voilà, il y a quand même un petit gap et j'ai plus en esprit de manière hyper fraîche l'œuvre d'Hoffmann, qu'on a déjà lu ensemble. Mais il me semble, j'ai l'impression, en tout cas au début comme ça, que ça se présente comme la nouvelle que je préfère du recueil. En tout cas, dans la manière dont c'est amené, dans la manière dont est fait le récit, je trouve ça très intéressant. Le fait qu'il y ait un petit préambule avant le chapitre 1, et que ce soit, que ça nous fasse glisser lentement dans la narration, et dans la narration du personnage de Théodore, du coup, qui va raconter son histoire, etc. Je trouve ça intéressant. Et puis, tout l'aspect confiseur, bonbon, ça change vachement du décorum un peu glauque, un peu lourd qu'il y avait sur toutes les nouvelles jusqu'à présent, je dirais. Là, on est presque dans quelque chose de joyeux, mais malgré tout, où le côté taciturne revient. Je sais pas, je trouve qu'on est plus dans quelque chose de... Je sais pas si ça fait trop sens, mais je trouve qu'il y a un peu plus une tonalité qu'on pourrait retrouver dans les trucs un peu creepy à la Tales from the Crypt, les contes de la crypte, ou les chairs de poule. Il y a quelque chose comme ça un peu plus accessible peut-être, et un peu plus mélange de trucs qui sont censés être heureux, et d'éléments beaucoup plus mystérieux, bressons. Non, j'aime beaucoup pour le moment ce début de nouvelle. Ça laisse présager du bon. Par contre, concernant mon nouveau setup et donc mon nouveau micro, vous ne le voyez pas à l'écran, mais grosso modo, mon micro passe par-dessous la caméra. Donc là, mon micro, il est juste là, et je pense qu'il est à un doigt d'être visible à l'écran. Le problème est le suivant, c'est que je me demande... Il y aurait peut-être moyen que je le surélève un peu plus et qu'il me dérange moins du coup. Parce que là, je vous explique.
je me suis rendu compte qu'en me mettant comme je me mettais habituellement pour lire, et bien du coup, soit soit mon micro était caché par mon livre, et je sais pas à quel point ça peut impacter le son parce que parce que j'ai pas de retour là tout de suite. Donc voilà, si je mets le livre entre moi et le micro, je pense que c'est pas terrible. Si je le mets sous le micro, il faut que je me penche la tête énormément et ça me fait trop mal au dos. Et sinon, il faudrait que pour lire la page de gauche, je mette le livre, à la droite du micro pour pas être trop désaxé par rapport au micro et qui capte quand même bien ma voix. Et pour lire la page de droite, que je tourne pour aller comme ça de l'autre côté du micro en me penchant dans l'autre sens. Comment dire que c'est pas pratique? Donc comment dire que il y aura peut-être un changement là-dessus. Va falloir que je tente des choses. On va essayer ça comme ça pour ce soir. Mais il faudra peut-être que je tente des choses. Faut pas déconner. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un test pour moi, justement, pour pouvoir me monitorer en off. Comme ça, je pourrais réécouter la rediffusion et voir ce que ça donne un peu. Je vais juste faire un test en lisant un paragraphe de toutes les manières possibles. Donc, une fois directement devant le micro, si j'y arrive. L'heure où le bon ton amène le beau monde chez les confiseurs en vogue était arrivée. Une foule d'élégants se précipita dans la boutique, et je ne pus en apprendre davantage. Maintenant, je vais essayer en étant comme ça penché, parce que forcément, ça joue aussi sur ma voix. L'heure où le bon ton amène le beau monde chez les confiseurs en vogue était arrivée. Une foule d'élégants se précipita dans la boutique, et je ne pus en apprendre davantage. Maintenant, je vais essayer en étant orienté vers le micro, mais avec mon livre en opposition. L'heure où le bon ton amène le beau monde chez les confiseurs en vogue était arrivée. Une foule d'élégants se précipita dans la boutique, et je ne pus en apprendre davantage. Et du coup, je vais essayer une dernière fois en me mettant à gauche et à droite. L'heure où le bon ton amène le beau monde chez les confiseurs en vogue était arrivée. Une foule d'élégants se précipita dans la boutique, et je ne pus en apprendre davantage. Voilà, comme ça, j'ai des échantillons, et comme ça, à la rediffusion, je pourrais écouter s'il y a vraiment des fluctuations de son trop importantes. Et puis, quelle est la meilleure position pour le livre, pour ma voix, pour le micro, tout ça. Parce que même, je me suis dit, pendant la lecture, bon, déjà, passer de gauche et de droite du micro tout le temps, c'est une gymnastique pas forcément agréable. Et puis, je me mets quand même dans des positions où j'érinte un peu mon dos, parce qu'à la fois, je suis penché un peu vers la droite ou un peu vers la gauche pour lire. Et à la fois, j'essaie quand même de mettre mon visage devant le micro pour que vous ayez bien le son. Donc bon, c'est pas la meilleure des positions pour lire quand même. Et puis c'est pas une position agréable à tenir pour mon dos. Mais je me suis dit en plus, c'est possible que lorsque je passe le livre devant le micro pour passer à la page droite ou gauche, eh bien ça voile le son. J'ai fait exprès une fois de le faire pour justement que je puisse entendre à la rediffusion si vraiment on a ce distinguo très, très net. Peut-être un voile qui va se mettre sur la voix quand je passe le livre devant, je sais pas. Mais bon. Ce sont des détails techniques. Et puis je verrai ça en temps voulu. Voilou. J'espère malgré tout que c'est audible pour vous, que c'est, comme d'habitude, hein, je me répète, mais c'est vraiment mon but sur les lives de lecture. Mon but premier, c'est que ce soit compréhensible. Mon but second, c'est que ce soit agréable. Si après, y a des qualités supplémentaires, tant mieux. Mais je vais dire que compréhensible, c'est vraiment le minimum que je veux. Agréable, c'est vraiment un bon bonus, qui est limite primordial en fait. Maintenant, s'il y a d'autres choses, tant mieux. Mais voilà, c'est mes deux objectifs forcément quand je fais des lives de lecture à chaque fois. Et je pense qu'on va pouvoir repartir. Je ne sais toujours pas comment je vais découper exactement. Force est de constater que même pour lire 10 pages, j'ai mis quand même pas mal de temps. Donc je pense que je vais découper en trois parties ce soir.
Du coup, je vais peut-être lire le chapitre 2 et 3, ce qui nous mènera à, à lire 15 pages, et ensuite j'aurai plus que le chapitre 4 qui se compose de 7 pages. Mais en même temps, si je lis jusqu'au chapitre 3, je crois que ça fait vraiment court. Attendez. Ouais, c'est ça. Ça pourrait faire 6 pages et 15 pages, en fait. Donc, ouais. Peu importe l'ordre, ça reviendra à des parties déséquilibrées. Écoutez, je vais entamer par la partie la plus longue, et puis dans un second temps, nous terminerons avec le tout dernier chapitre en guise de fin. Bien. Je m'étire un peu parce que, du coup, comme je vous disais, je suis en train de me détruire le dos, à me mettre dans des positions pas possibles. Et on est reparti. Hop. Bonne écoute à tous ceux qui sont encore là sur le live. Bonne écoute à tous ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques petites minutes pour la dernière pause de ce soir. Chapitre 2. Il m'était bien prouvé que les renseignements du comte P étaient inexacts, que le vieil intendant ne demeurait pas seul dans la maison, en dépit de toutes ses dénégations, et qu'il cherchait à dérober quelques mystères aux yeux du monde. Le chant dont on m'avait parlé me fit souvenir du bras gracieux que j'avais aperçu à la fenêtre. Ce bras ne pouvait appartenir au corps d'une vieille femme. Et cependant, le chant dont m'avait parlé le confiseur ne pouvait, disait-il, être que celui d'une jeune personne. Je pensai alors à la fumée, à cette singulière odeur, à cette carafe bizarrement taillée. Et bientôt, il se forma devant moi l'image d'une créature ravissante, mais dangereuse, et entourée de charmes magiques. Le vieil intendant devint un magicien qui exerçait ses sortilèges dans cette maison déserte. Mon imagination était en travail, et dans la même nuit, je revis non pas en rêve, mais dans le délire de l'assoupissement, la main blanche avec son diamant au doigt, et le bras arrondi avec son riche bracelet. Peu à peu sortant d'épais nuages, un charmant visage aux yeux bleus et douloureusement suppliants m'apparut, et aussitôt se forma devant moi l'image merveilleuse d'une jeune fille, dans tout l'éclat de la jeunesse. Bientôt je remarquai que ce que j'avais pris pour un nuage était la vapeur qui s'échappait de la carafe de cristal que tenait la jeune beauté, et qui s'élevait en spirale légère. « Oh, charmante apparition !» m'écriai-je. « Dis-moi où tu résides, et pourquoi l'on te retient captive. Oh, comme tes regards sont pleins de douleur et d'amour. Je sais qu'un art infernal te rend l'esclave d'un démon qui erre dans les boutiques de sucreries, sous un costume café, avec une bourse à poudre, suivi d'un chien infernal qu'il nourrit de macarons. Oh, je sais tout cela, ravissante et délicieuse créature. Le diamant est le reflet du feu de l'âme. Et si tu n'avais pas teint celui-ci du sang de ton cœur, il n'étincellerait pas ainsi de 1000 couleurs. Je sais que le bracelet qui entoure ton bras est l'anneau d'une chaîne magnétique, qui te lie au sorcier que tu suis. Mais je te délivrerai. Oh, parle, dis un seul mot, jeune vierge, ouvre tes lèvres de rose. » En ce moment, une main osseuse saisit par-dessus mon épaule la carafe de cristal, qui éclata en 1000 morceaux dans les airs, et la figure merveilleuse disparut dans les ténèbres, en poussant un long soupir. Je vois déjà à votre rire que vous retrouvez en moi le rêveur visionnaire, mais je puis vous assurer que tout ce rêve, si vous tenez absolument à lui donner ce nom, avait le caractère accompli d'une vision. N'importe. Continuons. À peine le jour fut-il venu, que je courus dans la grande allée et que je me postai devant la maison vide. Outre les rideaux intérieurs, les fenêtres étaient fermées par d'épaisses jalousies. La rue était encore déserte. Je m'approchai fort près de la fenêtre du rez-de-chaussée, et j'écoutai. Mais aucun bruit ne se fit entendre. Tout était silencieux comme dans un tombeau. La rue devint animée, les boutiques s'ouvrirent et je fus forcé de m'éloigner. Je ne vous dirai pas combien de fois je passai devant la maison sans rien découvrir, ni les informations inutiles que j'ai prises de toutes parts, et comme enfin ma vision commença à s'effacer de mon esprit. Enfin, un soir, en passant devant la maison, je remarquai que la porte était à demi ouverte. Je m'approchai, le vieil intendant était sur le seuil. Mon parti fut aussitôt pris. Le conseiller de finances Binder ne demeure-t-il pas dans cette maison ?
Telle fut la question que je lui fis en le repoussant en quelque sorte dans un petit vestibule faiblement éclairé par une lampe. Il me lança un regard étincelant et me dit d'une voix douce et traînante : « Non, il ne demeure pas ici. Il n'y a jamais demeuré, il n'y demeurera jamais. Il n'a même jamais demeuré dans toute l'allée. Mais les gens disent qu'il vient des revenants dans cette maison. Je puis vous assurer que cela n'est pas vrai, que c'est une jolie maison fort tranquille et que la comtesse de S y arrive demain. Bonne nuit, mon cher monsieur. » À ces mots, le vieil intendant me repoussa poliment et ferma la porte derrière moi. Je l'entendis murmurer et tousser, puis s'éloigner, autant que j'en pus juger, et descendre plusieurs marches. Durant le peu de moments que j'étais resté dans le vestibule, j'avais remarqué qu'il était tendu de vieilles tapisseries et meublé comme une salle de grands fauteuils couverts de damas rouges. C'est alors que la maison mystérieuse se remplit pour moi d'aventures. Or, figurez-vous qu'à force de passer et de repasser, je vois un jour briller quelque chose à la dernière fenêtre de l'étage supérieur. Le diamant scintillait à mes yeux. Ô ciel, la figure de ma vision me regarde douloureusement appuyée sur son bras. S'il était possible de rester quelques moments immobile au milieu de cette foule qui passe et qui repasse. J'aperçois un banc placé vis-à-vis de la maison, mais de telle sorte qu'en s'y asseyant, il faut tourner le dos à l'édifice. Je m'appuie sur le dossier, et je puis continuer mes observations à mon aise. Oui, c'est elle trait pour trait, la céleste créature. Mais son regard paraît incertain. Il me semble qu'elle ne regarde pas de mon côté. Ses yeux ont quelque chose de vide. Je serais tenté de croire que ce que je vois est un portrait, si je n'avais remarqué un mouvement du bras et de la main. Entièrement perdu dans la contemplation de cette créature merveilleuse, je n'avais pas entendu la voix du brocanteur italien qui m'offrait sans relâche sa marchandise. Enfin, il me tira par le bras, et me retournant, je le repoussai avec colère. Il ne cessa pas toutefois de me prier et de me tourmenter. « Je n'ai encore rien gagné aujourd'hui, monsieur. Une paire de crayons, un paquet de cure-dents. » Plein d'impatience, et jaloux de me débarrasser de cet importun, je cherche quelques pièces de monnaie dans ma bourse. « J'ai encore ici de jolies choses, me dit-il, et il me montre à distance un petit miroir de poche. En y apercevant la maison qui était derrière moi et la fenêtre où se tenait la personne mystérieuse, je me hâtai de l'acheter et il me fut possible d'observer commodément assis et le dos tourné sans attirer l'attention des voisins. Mais en regardant de plus en plus ce miroir, je tombai dans un état que je serais tenté de nommer un songe éveillé. Je ne pouvais détacher mes regards de ce miroir qui semblait me fasciner, et j'avoue que je ne pus m'empêcher de songer à un conte que me faisait ma nourrice lorsque je me plaisais le soir à me regarder dans le grand miroir de la chambre de mon père. Elle me disait que, lorsque les enfants se mettaient la nuit devant une glace, un horrible visage étranger s'y plaçait devant eux. Une fois, je crus voir 2 yeux terribles briller dans le miroir. Je poussai un grand cri, et je tombai évanoui. Je fus longtemps malade, et maintenant encore, je crois fermement que ces yeux m'avaient en effet regardé. Bref, toutes ces folies de mon enfance me revinrent à l'esprit, un froid glacial parcourut toutes mes veines, je voulus jeter le miroir loin de moi. Tout à coup, 2 yeux célestes se tournèrent de mon côté. Leur regard était dirigé vers le mien et pénétrait jusqu'au fond de mon cœur. J'étais plongé dans une mer de délices. « Vous avez là un joli miroir ?» dit une voix près de moi. Je me réveillai comme d'un songe. Plusieurs personnes avaient pris place sur le banc, et je leur avais sans doute donné un spectacle réjouissant par mon regard égaré et mes paroles entrecoupées. « Vous avez là un joli miroir ?» répéta l'homme en voyant que je ne répondais pas. « Mais pourquoi donc y regardez-vous si singulièrement ? Apercevez-vous des esprits ?» Cet homme, déjà âgé, bien vêtu, avait dans le ton de ses paroles et dans ses regards quelque chose de bienveillant, qui attirait la confiance. Je n'hésitai pas à lui dire que je regardais dans ce miroir une charmante fille qui se tenait derrière la fenêtre de la maison abandonnée. Je demandai même au vieillard s'il ne la voyait pas. « Là-bas, dans la vieille maison, à la dernière fenêtre ?» me demanda-t-il d'un air tout étonné. « Sans doute, lui dis-je. » Le vieillard se mit à sourire. « C'est une singulière illusion. Que Dieu fasse honneur à mes vieux yeux. Hé, monsieur,
J'ai bien vu sans lunettes cette jolie figure à la croisée, mais il m'a bien semblé que c'est un bon portrait, peint à l'huile. » Je me tournai vivement vers la fenêtre. Tout avait disparu. La jalousie était baissée. « Oui, monsieur, oui, » continua le vieillard, « mais il est trop tard pour s'en assurer. Car je viens de voir le domestique, qui est, je le sais, l'intendant de la comtesse de S, secouer la poussière du tableau haut et baisser la jalousie. » « Était-ce donc vraiment un portrait ?» demandai-je tout stupéfait. « Croyez en mes yeux, » répondit le vieillard. « Comme vous ne regardiez dans votre miroir que la réflexion du portrait, vous avez été abusé par un effet d'optique. Mais à votre âge, j'aurais été plus clairvoyant. »« Mais la main et le bras remuaient, » lui répondis-je. « Oui, oui, ils se remuaient, tout remuait, » dit le vieillard en souriant et en me frappant doucement sur l'épaule. Alors il se leva et prit congé de moi en me saluant et me disant « Gardez-vous des miroirs qui mentent si bien. » Votre très humble serviteur. Chapitre 3. Je rentrai chez moi avec la résolution de ne plus songer à cette maison et d'éviter de me promener dans l'allée durant quelques jours. Je tins fidèlement cette promesse et je passai les journées à écrire et le soir avec quelques amis. Cependant, il m'arrivait de m'éveiller, quelquefois, subitement, comme frappé d'un coup électrique, et alors je m'apercevais que c'était le souvenir de ma vision et de la croisée mystérieuse qui me faisait tressaillir. Même pendant mon travail, au milieu de mes entretiens les plus animés avec mes amis, cette pensée traversait subitement mon âme comme une étincelle électrique. Mais ce n'était là qu'un moment passager. J'avais consacré le petit miroir de poche qui m'avait tant abusé à un usage domestique, bien prosaïque. Je le plaçais devant moi lorsque je voulais attacher ma cravate. Un jour, comme je me disposais à vaquer à cette importante affaire, il me parut un peu terne et j'essayai de lui rendre son éclat en le frappant de mon haleine et le frottant ensuite. Tous mes nerfs tremblèrent, je frissonnai, car dès que mon souffle eut répandu une vapeur sur la glace, j'aperçus au milieu d'un nuage bleuâtre le charmant visage qui m'avait déjà blessé au cœur par ses regards douloureux. Vous riez ? Vous voilà unanime sur mon compte. Vous me tenez pour un rêveur incurable. Mais, dites, pensez tout ce que vous voudrez, n'importe. Cette beauté me regardait du fond de ce miroir, et dès que la vapeur se dissipa, ses traits disparurent sous les yeux prismatiques que lançaient les rayons du soleil qui se réfléchirent dans la glace. Je ne veux point vous fatiguer, je ne veux point vous décrire toutes les sensations que j'éprouvais. Sachez seulement que je renouvelais sans cesse l'épreuve du miroir, qu'il m'arriva souvent de rappeler par mon haleine l'image chérie, mais que souvent aussi, toutes mes tentatives furent infructueuses. Alors je courais comme un insensé vers la maison déserte. J'en contemplais les fenêtres durant des heures entières, mais pas une créature humaine ne consentait à s'y montrer. Je ne vivais que dans mes pensées à elle, tout le reste était mort pour moi. Je négligeais mes amis, mes études. Souvent, quand cette image commençait à pâlir, une douleur violente s'emparait de moi. Alors, elle reparaissait avec plus de force et de vivacité que jamais. Une apathie totale résultait de cet état pénible qui me laissait toujours dans un épuisement affreux. Dans ces moments-là, tous les essais que je tentais avec le miroir étaient inutiles, mais dès que j'avais repris mes forces, l'image y reparaissait avec de nouveaux charmes. Cette tension continuelle agissait sur moi d'une manière funeste. J'errais sans cesse pâle comme un mort et l'air défait. Mes amis me regardaient comme un homme fort malade, et leurs avertissements continuels me portèrent à réfléchir sérieusement sur ma position. Fût-ce à dessein ou par hasard qu'un de mes amis qui étudiait la médecine laissa chez moi l'ouvrage de Reil sur les aberrations mentales, je l'ignore. Mais je me mis à le lire, et cette lecture m'attacha irrésistiblement. Que devins-je en reconnaissant en moi-même tous les symptômes de la monomanie ? L'horrible effroi que je ressentis en me voyant sur le chemin de la maison des fous me fit prendre promptement une résolution. Je mis mon miroir dans ma poche et je courus chez le docteur K, médecin célèbre par son habileté à traiter les maladies cérébrales, par ses vues profondes sur le principe intellectuel qui fait naître tant de maladies physiques. Je lui racontai tout. Je ne lui cachai pas la plus petite circonstance, et je le conjurai de me sauver du sort affreux dont je me croyais menacé. Il m'écouta fort tranquillement, mais je remarquai bien dans son regard une surprise profonde. « Le danger n'est nullement aussi proche que vous le pensez, » me dit-il. « Et je puis vous affirmer avec certitude qu'il me sera possible de le détourner.
Il n'est pas douteux que votre esprit ne soit attaqué d'une manière inouïe, mais la connaissance même de votre mal vous fournit les moyens de vous en défendre. Laissez-moi votre miroir. Ne vous contraignez à aucun travail qui irrite votre imagination. Évitez la grande allée, ne travaillez que le matin et sans vous fatiguer. Puis allez faire une longue promenade et passer la journée avec vos amis que vous évitez depuis si longtemps. Nourrissez-vous de mets succulents et buvez des vins vigoureux. Vous voyez que je m'attache uniquement à éloigner votre idée fixe, c'est-à-dire l'image que vous voyez dans cette glace ou à la fenêtre de la maison déserte, et que je veux surtout fortifier votre corps. Secondez-moi donc activement. J'avais peine à me séparer du miroir. Le docteur, qui l'avait déjà pris, parut le remarquer. Il fit naître en aspirant une vapeur à sa surface, et me dit en me le présentant. « Voyez-vous quelque chose ?»« Rien, répondis-je, ce qui était exact. »« Aspirez donc vous-même » me dit le médecin en mettant le miroir dans ma main. Je fis ce qu'il me disait, et l'image merveilleuse m'apparut distinctement. « C'est elle !» m'écriai-je à haute voix. Le médecin regarda la glace et me dit « Je ne vois pas la moindre chose, mais je ne veux pas vous cacher qu'au moment où je regardais le miroir, j'éprouvais une certaine terreur qui se dissipa aussitôt. Vous voyez que je suis sincère, et que je mérite toute votre confiance. Recommencez donc cet essai. » Je le fis, et pendant ce temps, le médecin me tint sa main placée sur l'épine dorsale. La figure reparut. Le docteur, qui regardait avec moi dans la glace, pâlit. Puis, il prit le miroir, le regarda encore, le renferma dans un pupitre, et revint à moi après être resté quelques secondes à méditer, la main sur son front. « Suivez exactement mes prescriptions, me dit-il. Je dois convenir que ces moments où vous vous trouvez hors de vous-même sont encore fort mystérieux pour moi, mais j'espère pouvoir bientôt vous en dire davantage. » Dès ce moment, quoi qu'il m'en coûtât, je vécus exactement comme me l'avait recommandé le médecin. Et quoique je sentisse les effets bienfaisants de ce régime, je ne fus cependant pas totalement délivré de ces atteintes terribles auxquelles j'étais sujet, particulièrement à midi et la nuit. Ainsi, dans la plus joyeuse réunion, en buvant, en chantant, je me sentais tout à coup comme percé de 1000 poignards, et toutes les forces de mon esprit ne suffisaient pas pour rétablir l'équilibre. Il me fallait m'éloigner pour ne reparaître que lorsque l'accès aurait cessé. Il arriva qu'un soir, je me trouvais dans une société où l'on parla des effets et des influences du magnétisme. On discuta surtout de la possibilité de l'influence d'un principe occulte et on s'appuya de beaucoup d'exemples. Un jeune médecin fort zélé pour le magnétisme prétendit que lui-même et tous les magnétiseurs agissaient de loin sur les somnambules par la seule force de leur volonté. On rappela tout ce que Klug, Schubert, Bartels ont dit à ce sujet. « Le plus important, dit un des assistants, médecin fort connu, le plus important, c'est que le magnétisme me semble nous révéler maints mystères que nous regardions comme une chose commune éprouvée. Maintenant, on doit seulement procéder à l'œuvre avec prudence. Comment se fait-il, sans motif connu, et brisant même la chaîne de nos idées, l'image d'une personne ou d'un événement s'empare subitement de notre pensée avec tant de force qu'elle nous frappe de surprise? Les rêves, surtout, offrent des exemples merveilleux, et souvent même ils nous montrent des personnes qui nous sont complètement étrangères et que nous ne devons connaître que plusieurs années après. Ces paroles si communes, « Mon Dieu, cet homme, cette femme, me sont connus depuis longtemps. Il me semble que je les ai vus quelque part, ne sont peut-être souvent que le souvenir confus d'un tel rêve. Ne serait-il pas possible qu'il y eût entre les esprits un rapport si énergique qu'on y obéisse contre sa volonté ? De la sorte, dit un autre, nous arriverions sans beaucoup d'efforts à la doctrine des sorcelleries, des enchantements, des miroirs magiques, et à toutes les folies du vieux temps. C'est une chose singulière, reprit le médecin, que de vouloir nier ce qui est prouvé physiquement. Et quoique je ne sois pas de l'avis qu'une seule lumière brille pour nous dans le royaume inconnu, qui est la patrie de nos âmes, je pense toutefois que la nature ne nous a pas refusé le talent et l'instinct des taupes. Nous cherchons, aveugles que nous sommes, à nous frayer un chemin sous ces voûtes sombres. Mais comme l'aveugle qui reconnaît au murmure des arbres, au bruit du ruisseau, le voisinage de la forêt qui le rafraîchit de son ombre, de la source qui apaise sa soif et qui atteint de la sorte au but de ses désirs, ainsi nous pressentons au battement des ailes, au souffle de l'ange inconnu et invisible qui plane sur nos têtes, que ce pèlerinage nous conduit à la source de lumières où nos yeux s'ouvriront. Je ne pus me contenir plus longtemps. Vous reconnaissez donc, dis-je au médecin,
Vous reconnaissez donc l'influence d'un principe intellectuel étranger à nous, auquel nous sommes forcés d'obéir. Je ne reconnais pas seulement cet effet comme possible, me répondit-il, mais j'en reconnais beaucoup d'autres encore, qui résultent de l'état magnétique. Alors, repris-je, il serait possible aux esprits infernaux d'agir sur nous d'une manière funeste. Tour de passe-passe d'esprit déchu, répondit le médecin en riant. Non, non, cela nous ne les reconnaissons pas. En général, je vous prie de ne prendre nos assertions que pour de simples conjectures, auxquelles j'ajouterai que je ne crois nullement à la puissance absolue d'un principe intellectuel sur un autre, mais que j'admets seulement une dépendance, résultat d'une faiblesse de volonté, dépendance qui alterne et réagit selon la disposition des sujets. Maintenant, dit un homme âgé, qui jusque-là s'était contenté d'écouter avec attention, maintenant je puis, à l'aide de vos singulières pensées, m'expliquer des secrets qui devaient sembler impénétrables. Je veux parler des enchantements amoureux dont sont remplies toutes les chroniques et des procès de sorcellerie. Dans le code d'un peuple fort éclairé, ne trouve-t-on pas des dispositions contre les breuvages d'amour qui entraînaient irrésistiblement une personne vers une autre? Vos discours me rappellent un événement tragique qui se passa il y a peu de temps dans ma propre maison. Lorsque Bonaparte inonda notre pays de ses troupes, un colonel de la garde noble italienne fut logé chez moi. C'était un de ces officiers, en petit nombre dans la prétendue grande armée, qui se distinguait par une conduite noble et décente. Son visage pâle, ses yeux creusés, annonçaient une maladie d'un chagrin profond. Il ne logeait chez moi que depuis peu de jours, lorsque se trouvant dans ma chambre, il porta subitement avec un grand soupir la main sur son cœur, ou plutôt sur son estomac, comme s'il ressentait une douleur mortelle. Il ne pouvait pas articuler une parole. Il fut forcé de se jeter sur un sofa où ses yeux se fermèrent, et y resta quelque temps immobile comme une statue. Tout à coup, il se leva par un mouvement brusque, mais il conserva une faiblesse extrême. Un médecin que je lui ai envoyé, ayant infructueusement employé divers remèdes, eut recours aux moyens magnétiques qui semblèrent plus efficaces. Il fallut cependant les abandonner aussi, car le malade ne pouvait les supporter. Au reste, mon médecin avait gagné la confiance du colonel, et celui-ci lui raconta que, dans ce moment de faiblesse qu'il avait éprouvé, l'image d'une femme qu'il avait connue à Pise s'était offerte à ses yeux. Les regards brûlants qu'elle lui lançait lui avaient causé une douleur si violente qu'il en avait perdu l'usage de ses sens. Il lui resta de sourdes douleurs de tête et un état d'abattement singulier. Jamais il ne fit connaître le genre de relation qu'il avait eue avec cette femme. Les troupes étaient sur le point de se mettre en marche. La voiture du colonel était déjà chargée de bagages et devant la porte. Pour lui, il déjeunait. Mais tout à coup, il poussa un cri violent et tomba de sa chaise. Il était mort. Les médecins reconnurent qu'il avait été frappé d'apoplexie. Quelques semaines plus tard, une lettre adressée au colonel me fut apportée. Je n'hésitai pas à l'ouvrir dans l'espoir d'y trouver quelques renseignements sur les parents de cet officier et de pouvoir leur annoncer sa mort. La lettre venait de Pise et ne renfermait que ces mots sans signature. Malheureux, aujourd'hui le 7, à midi précis, Antonia, embrassant ton image trompeuse, est tombée morte. J'avais noté le jour et l'heure de la mort du colonel. Il était mort au même moment qu'Antonia. Je n'entendis plus rien de ce que raconta le vieillard, car dans l'effroi qui m'avait saisi, en reconnaissant que ma situation était semblable à celle du colonel, je m'élançai hors du salon et je courus vers la maison mystérieuse. Il me sembla de loin que je voyais briller des lumières à travers les jalousies fermées, mais la clarté disparut lorsque j'approchai. Éperdu de désirs et d'amour, je m'élançai vers la porte. Elle céda sous mon impulsion, et je me trouvai dans le vestibule faiblement éclairé, au milieu d'une atmosphère lourde et épaisse. Le cœur me battait violemment. Tout à coup, un cri de femme prolongé et perçant retentit dans la maison. Et je ne sais moi-même comment il se fit que je me trouvais dans un salon éclairé par un grand nombre de bougies, orné avec tout le luxe antique de meubles dorés et de vases du Japon. Des nuages bleus et épais remplissaient la chambre. « Sois le bienvenu. Bienvenue, mon fiancé. L'heure est arrivée, la noce approche. » Ainsi cria une voix de femme, et aussi peu que je savais comment j'étais venu jusque-là, aussi peu sais-je comment il se fit qu'une charmante figure, richement vêtue, sortit du milieu de cette vapeur. Elle me répéta d'une voix perçante « Sois le bienvenu, mon doux fiancé. »
et s'avança vers moi les bras étendus. Un horrible visage, vieux et jauni, me contemplait d'un air effaré. Je chancelai d'effroi, mais, comme fasciné par un serpent, je ne pouvais détourner mes regards de cette horrible femme ni reculer d'un pas. Elle s'avança si près qu'il me sembla que cette hideuse face n'était qu'un mince masque de crêpe sous lequel m'apparaissaient les traits charmants du miroir. Déjà, je sentais ses mains osseuses lorsqu'elle fondit en arrière et qu'une voix s'écria derrière moi. « Le diable fait-il déjà son jeu avec votre grâce ? Au lit, ma gracieuse dame, sans cela il y aura des coups. » Et je vis auprès de moi le vieil intendant en chemise, agitant un grand fouet au-dessus de sa tête. Il se disposait à battre la vieille qui se roula en hurlant sur le tapis. J'arrêtai le bras prêt à frapper, mais le vieil intendant me repoussa en s'écriant « Savez-vous, monsieur, que ce vieux démon vous eût étranglé si je n'étais pas arrivé ? Partez, partez, partez !» Je m'élançai hors de la salle, cherchant en vain dans les ténèbres la porte de la maison. J'entendais les sifflements du fouet et les cris plaintifs de la vieille. J'allais appeler du secours, lorsque le sol manqua sous mes pas. Je fis une chute de plusieurs marches sur une petite porte que mon poids fit ouvrir, et je tombai de tout mon long dans une petite chambre. Au lit, qu'on venait évidemment de quitter, à l'habit couleur de café étendu sur une chaise, je reconnus aussitôt l'appartement du vieil intendant. Quelques instants après, il descendit lourdement, entra et tomba à mes pieds. « Au nom du ciel, me dit-il les mains jointes, qui que vous soyez, et quel que soit le motif qui vous ait amené près de cette vieille diablesse, gardez le silence sur ce qui s'est passé, ou il m'en coûtera mon emploi et mon pain. Son Excellence a été bien châtiée, et je l'ai attaché dans son lit. Bonne nuit donc, mon cher monsieur. Je vous souhaite un bon sommeil bien doux et bien paisible. Oui, oui, allez vous coucher. Voilà une belle nuit de juillet, bien chaude. Pas de clair de lune, il est vrai, mais des étoiles bien brillantes. Une bonne, une excellente nuit, monsieur. » En parlant ainsi, le vieil homme s'était relevé, avait pris une lumière, m'avait emmené hors de la chambre, poussé sous le vestibule, puis sur le seuil, et avait refermé la porte. Et c'est la fin du chapitre 3. Nous marquons de nouveau une petite pause, la dernière de ce soir. Et j'aime bien cette nouvelle, décidément. Franchement, bon, encore une fois, j'ai pas un souvenir exact, précis de toutes les nouvelles dans leurs détails de ce recueil de nouvelles. Mais là, comme ça, de souvenir, j'ai bien l'impression que c'est la nouvelle dans laquelle j'entre le plus facilement. Je dirais que le style aussi est un peu plus conventionnel quelque part. Peut-être un peu plus dans le ton des histoires de... ouais, quand même, je vois un peu une certaine filiation avec Edgar Allan Poe, avec Lovecraft. Je pense que voilà, on est un peu dans cet ordre d'idées. Et là, on est un peu plus proche de ces auteurs-là. Là où les nouvelles précédentes étaient un peu plus portées sur le mystique, un peu plus portées sur l'obscur, mais dans le sens diable, etc. Presque dans le sens religieux de la chose. Ou sorcellerie, même si là il y a de la sorcellerie et tout, et puis ça peut aussi être un thème de Poe et de Lovecraft, mais c'était un peu différent. Et puis c'était aussi moins accessible, je trouvais, plus alambiqué, plus obscur en fait aussi dans le style, plus opaque. Là je trouve que ça se lit plus facilement, je trouve ça vraiment agréable. Globalement, l'œuvre d'Hoffmann, je l'apprécie bien, je pense. J'apprécie bien, mais cette nouvelle particulièrement. Le seul petit bémol, c'est que j'ai peur de quelle va être la résolution de l'histoire, parce que il y a un moment où je me suis demandé si, un peu comme la première nouvelle de Souvenir, on allait se rendre compte que la femme qui l'observait à la fenêtre n'est autre qu'un, bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas écouté la première nouvelle, un automate. Et là je me serais vraiment dit, quoi, il réutilise la même idée, le même concept dans deux nouvelles du même recueil, c'est trop bizarre. Mais j'ai vraiment cru que c'était possible à un moment. Et puis là, au final, j'ai l'impression que c'est un peu fourre-tout.
c'est pas forcément déplaisant, parce que on est face à la même incompréhension que le narrateur, en fait, donc c'est intéressant. C'est le narrateur qui est paumé et qui se pose plein de questions, et qui va autant voir un médecin qui voit une apparition comme lui dans le miroir, donc c'est assez désarçonnant déjà. Donc voilà, il va voir un médecin, mais il va voir aussi des gens qui parlent de magnétisme. Donc voilà, le magnétisme, je pense que c'était un thème de ces époques-là qui faisait beaucoup parler, quoi. Euh, Ensuite, on parle de sorcellerie, etc. Même l'apparition de la vieille femme. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'œuvre d'Hoffman, je trouve. Il y a des scènes qui ont complètement un côté onirique et complètement un côté même fantastique en soi, dans le sens où vraiment le merveilleux s'invite dans le réel, quoi. Et, euh, et c'est très très plaisant. C'est très très plaisant ces passages-là, je les aime beaucoup pour le coup. Que ce soit l'apparition dans le miroir, que ce soit la vieille femme qui pourrait être une figure et une idée, on va dire, directement issue d'un film d'horreur. Enfin voilà. Euh, c'est ça en fait. En fait, c'est ça. Il y a quelque chose chez Hoffman qui joue sur la frontière. Qui joue sur la frontière comme ça. Entre le réel et le fantastique, entre le banal et l'étrange. Il y a un truc comme ça qui joue à la frontière qui est très intéressant, je trouve. Très très sympathique. J'aime beaucoup. Et franchement, sa manière d'écrire des scènes oniriques, je la trouve très très captivante parce que souvent, ça arrive d'un coup sans qu'on ait trop eu de préparation. Et du coup, c'est dérangeant, quoi. C'est ça, c'est vraiment dérangeant. On est en mode, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et j'apprécie assez le sentiment. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Surtout que il y a un moment où je me suis mis à sourire, parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en live. Quand il a commencé à parler d'une légende selon laquelle les mères disaient à leurs enfants de ne pas se regarder dans un miroir pour ne pas croiser le regard d'une personne horrible, etc., etc. Comment vous dire que je suis pas giga à l'aise avec la légende de Bloody Mary. Encore aujourd'hui, si entre 23h55 et minuit 5, je peux m'arranger pour ne pas passer dans une salle de bain, pour ne pas passer dans un endroit où il y aura des miroirs, ça m'arrange. C'est bizarre parce que je pense pas y croire. Je me dis, je reste, en fait, de toute façon, dans les croyances, ouais, faudrait que je vous parle de tas de choses pour vous expliquer ce que je pense de ça, mais bref. Euh, je pense pas avoir une croyance réelle de ces choses-là. Je pense pas être convaincu que ça existe, etc. Par contre, je reste ouvert à l'éventualité qu'il y ait des choses cheloues, etc., on va dire. Et puis ça m'intéresse. Et ça me fascine aussi. Dans tous les sens du mot fasciné. C'est pour ça que j'en viens là. C'est qu'à la fois, je trouve ça ultra intéressant, même si c'est discutable sur la véracité de la chose. Même très discutable. Mais ça a aussi l'autre sens de fasciné, c'est-à-dire que ça me fait peur. Ça me fait peur et ça me terrifie. Je suis en mode, ok, il y a de grandes chances que ça n'existe pas, mais quand même, je vais pas m'amuser à me mettre devant un miroir à minuit. Ben voilà. Donc bon, il y a un peu des trucs comme ça, des peurs irrationnelles, quoi. Des peurs d'enfant, quoi. Mais ouais, non, vraiment, ça m'a pas mis à l'aise ce passage du bouquin. Mais je trouve ça trop intéressant que dans le bouquin, il y ait pléthore comme ça de sujets un peu à la limite du surnaturel, à la limite du paranormal. C'est de la mystique, en fait, de la mystique, du mystère. J'aime beaucoup. Bien, je vous propose de terminer la lecture de cette nouvelle à présent, puisqu'il ne nous reste plus qu'un chapitre qui est un peu plus court, donc on devrait avoir le fin mot de l'histoire relativement rapidement. J'espère vraiment que ma manière de lire rend bien en live, parce que, encore une fois, moi je peux pas avoir le retour de mon micro, c'est terrible. Mais ouais, j'espère que ça fonctionne parce que le fait de toujours bouger, c'est très, très perturbant pour moi.
Et aussi, parce que là j'entends que c'est en train de donner un petit peu, il pleut pas mal fort sur mon toit. Donc je suis très curieux, j'espère que ça s'entend pas trop au micro, ça me ferait vraiment chier. Bon, on verra. J'ai fait exprès de laisser un petit silence comme ça, je mettrai ça à la rediffusion, je checkerai. Bien, je vous souhaite pour la dernière fois ce soir une bonne écoute, chers amis, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques toutes petites minutes cette fois-ci pour l'outro du live. À tout à l'heure. Chapitre 4. Plus tard, il arriva que, dans une réunion nombreuse, je rencontrai le comte P qui me prit à part et me dit en riant « Savez-vous bien que les mystères de notre maison déserte commencent à se dévoiler ?» Je me disposais à l'écouter, mais au moment où il allait continuer, les portes de la salle à manger s'ouvrirent et l'on se rendit à table. Perdu dans la pensée des secrets que le comte allait me divulguer, j'avais offert machinalement le bras à une jeune dame et je suivais les rangs cérémonieux des convives. Je conduis la dame à la première place qui s'offre à moi. Alors je la regarde et j'aperçois les traits fidèles de l'image de mon miroir. Vous ne doutez pas que je frissonnais involontairement, mais je puis vous assurer que je n'éprouvais pas le moindre symptôme de ce délire funeste qui s'élevait en moi lorsque cette image de femme apparaissait dans la glace obscurcie par la vapeur de mon haleine. Mon étonnement, ou plutôt mon effroi, dut se peindre dans mon regard, car la jeune femme me regarda d'un air si surpris que je crus nécessaire de me remettre aussi bien que je le pus, en lui disant que je croyais déjà l'avoir vue quelque part. La courte objection qu'elle me fit en répondant que la chose lui paraissait peu probable, puisqu'elle était arrivée de la veille et qu'elle venait pour la première fois de sa vie à Berlin, me rendit stupéfait dans toute l'étendue du mot. Je gardai le silence. Le regard angélique que me jeta la jeune personne me rendit seul quelque force. Vous savez comme en telle occasion, on tâte doucement les touches intellectuelles jusqu'à ce qu'on retrouve le ton convenable. Je fis ainsi, et je vis bientôt que j'avais auprès de moi une tendre et gracieuse créature, dont l'âme était malade d'exaltation. Quelque joyeuse tournure que prit notre conversation, surtout lorsque j'y jetai pour l'animer un mot hardi et bizarre, elle souriait, il est vrai, mais si douloureusement qu'il semblait qu'elle eût été touchée par trop de rudesse. « Vous n'êtes pas gaie, gracieuse dame. C'est peut-être la visite de ce matin. »« C'est peut-être la visite de ce matin, » lui dit un officier qui était assis un peu plus loin. Mais en ce moment, son voisin lui prit le bras et lui dit quelque chose à l'oreille, tandis qu'à l'autre extrémité de la table, une femme parlait, les joues brûlantes, du bel opéra qu'elle avait vu représenter à Paris et qu'elle comparait à celui du jour. Les larmes vinrent aux yeux de ma voisine. « Ne suis-je pas un fol enfant ?» dit-elle en se tournant vers moi. Elle s'était déjà plainte de la migraine. « C'est l'effet d'un mal de tête nerveux, » répondis-je d'un air détaché. « Rien ne vous conviendrait mieux que l'esprit vif et léger qui jaillit de l'écume de ce breuvage de poète. » À ces mots, je lui versai du vin de champagne qu'elle avait d'abord refusé, et tout en portant le verre à ses lèvres, elle laissa couler des larmes qu'elle ne s'efforçait plus de cacher. Tout semblait réparé, et le calme avait reparu dans son âme lorsque je choquai par inadvertance le verre de cristal anglais placé devant moi, qui rendit un son prolongé et éclatant. Ma voisine fut aussitôt frappée d'une pâleur mortelle, et une horreur secrète s'empara aussi de moi, car ce son me rappelait la voix de la vieille femme folle de la maison déserte. Tandis qu'on prenait le café, je trouvai moyen de me rapprocher du comte P. Il remarqua bien pourquoi. « Savez-vous bien, me dit-il, que votre voisine était la comtesse Edwin de S, et que la sœur de sa mère, qui est folle, est renfermée depuis plusieurs années dans la maison déserte ? Ce matin, la mère et la fille sont allées rendre visite à cette infortunée. Le vieil intendant, qui seul est en état de gouverner la vieille comtesse, est mortellement malade, et l'on dit que la sœur de la comtesse a enfin confié son secret au docteur K, qui s'est rendu auprès de la malade pour lui donner des soins. Je n'en sais pas davantage pour le moment. » D'autres personnes s'approchèrent, et notre conversation cessa. Le docteur K était justement le médecin à qui j'avais confié mon singulier état. Je n'hésitais pas à me rendre auprès de lui et à lui demander ce qu'il savait. Il ne fit aucune difficulté de me confier ce qui suit. « Angélique, comtesse de Z, me dit le docteur, quoique âgée de 30 ans, était encore dans tout l'éclat de sa beauté, lorsque le comte de S, beaucoup plus jeune qu'elle, la vit à la cour de...
et se prit si bien à ses charmes qu'il s'empressa aussitôt auprès d'elle. Au printemps, lorsque la comtesse revint dans les terres de son père, il la suivit pour aller s'ouvrir au vieux comte. Mais à peine le comte était-il arrivé qu'en apercevant Gabrielle, la sœur cadette d'Angélique, il crut sortir d'un songe. Angélique semblait fanée et décolorée auprès de sa sœur dont la beauté et la grâce entraînaient irrésistiblement le comte S. Sans plus faire attention à Angélique, il demanda la main de Gabrielle, que le vieux comte lui accorda d'autant plus volontiers que celle-ci témoignait déjà un vif penchant pour lui. Angélique ne témoigna pas le moindre chagrin de l'infidélité de son amant. « Il croit m'avoir abandonné, le pauvre garçon. Il ne voit pas qu'il m'a servi de jouet et que c'est moi qui l'ai laissé là. » C'est ainsi qu'elle parlait dans son orgueilleux mépris, et en vérité toutes ses manières témoignaient la plus parfaite indifférence pour le déloyal. Au reste, dès que l'union du comte avec Gabrielle fut déclarée, on vit très peu Angélique. Elle ne paraissait pas à table, et l'on dit qu'elle passait son temps dans un petit bois qui avait été longtemps sa promenade favorite. Un singulier événement troubla la tranquillité qui régnait dans le château. Il arriva que les chasseurs du comte de Z, soutenus par un grand nombre de paysans, réussirent enfin à prendre une bande de bohémiens qu'on accusait de tous les meurtres et de tous les brigandages qui se commettaient depuis quelque temps dans la contrée. On amena dans la cour du château les hommes attachés à une chaîne, et les femmes et les enfants garrottés sur une charrette. Plus d'une figure audacieuse qui regardait autour d'elle avec des yeux sauvages et étincelants, comme un tigre enchaîné, trahissait le meurtrier et le brigand déterminé. Mais une femme surtout attirait les regards. Elle était enveloppée, depuis les pieds jusqu'à la tête, d'un châle couleur de sang. Sa maigreur était extrême, sa taille très élevée, et elle cria d'une voix impérative qu'on la fit descendre de la charrette, ce qui fut exécuté. Le comte de Z s'était rendu dans la cour du château, et il donnait des ordres pour renfermer la bande dans différents cachots. Lorsque la comtesse Angélique accourut, les cheveux épars, et tombant à ses genoux, lui cria « Délivrez ces gens, ils sont innocents. Mon père, délivrez-les. Une seule goutte de leur sang et je me plonge ce couteau dans le sein. » En parlant ainsi, la comtesse agitait un long couteau au-dessus de sa tête, mais elle tomba évanouie. « Hé, ma jolie pouponne, mon bel enfant, je savais bien que tu ne le souffrirais pas. » Ainsi causait la vieille. Puis elle se replia auprès de la comtesse et couvrit son visage et son sein de baisers dégoûtants en répétant « Bel enfant, réveille-toi, le fiancé vient, le fiancé va venir. » La vieille tira une fiole où s'agitait un petit poisson doré dans une belle liqueur argentée et la posa sur le cœur de la comtesse qui reprit ses sens aussitôt. Dès qu'elle aperçut la vieille bohémienne, elle l'embrassa vivement et s'enfuit dans l'intérieur du château. Le comte de Z, Gabrielle et son fiancé, qui étaient accourus, étaient frappés de surprise. Les bohémiens restaient complètement indifférents et tranquilles. On en détacha quelques-uns et on les conduisit dans les prisons du château. Le lendemain matin, on fit assembler la commune. Les bohémiens furent amenés. Le comte déclara hautement qu'ils étaient innocents de tous les brigandages qui avaient eu lieu dans la contrée et qu'il leur accordait libre passage sur son territoire. On les délivra alors de leurs chaînes, et au grand étonnement de tous, ils furent mis en liberté. La femme au châle rouge avait disparu. On prétendait que le capitaine des Bohémiens, reconnaissable à la chaîne d'or qu'il portait autour du cou, à son chapeau à plumes rouges, avait été admis pendant la nuit dans la chambre du comte. Quelque temps après, on eut en effet la certitude que les Bohémiens n'avaient pris aucune part au désordre du pays. Le mariage de Gabrielle approchait. On vit un jour avec étonnement que plusieurs chariots chargés de meubles, d'habits, de linge, enfin de tous les objets nécessaires à un ménage, quittaient le château. Le lendemain, on apprit que Gabrielle, accompagnée par le valet de chambre du comte S et par une femme voilée, qu'on crut reconnaître pour la bohémienne, était partie pendant la nuit. Le comte Z dévoila cette énigme en déclarant qu'il s'était vu forcé par certaines raisons de céder au désir d'Angélique et de lui donner en toute propriété sa maison de Berlin, avec la permission d'y vivre à part et de ne le recevoir lui-même qu'autant qu'elle le voudrait bien. Le comte ajouta qu'à la prière d'Angélique, il lui avait permis d'emmener un valet de chambre qui était parti avec elle. Le mariage fut célébré. Le comte S partit pour D, avec sa jeune femme, et y passa une année dans une joie sans mélange. Mais alors la santé du comte commença à s'altérer. Il lui semblait qu'une secrète douleur lui ravit tous les plaisirs, toutes les forces de sa vie, et il chercha vainement à cacher à la comtesse l'état funeste où il se trouvait. De longs évanouissements l'affaiblirent bientôt davantage, et les médecins lui ordonnèrent d'aller résider quelque temps à Pise. La comtesse Gabrielle, qui était sur le point d'accoucher,
ne put l'accompagner, mais dut le suivre quelque temps après. Ici, me dit le docteur, les écrits de la comtesse Gabrielle de S sont tellement irréguliers qu'il est difficile d'en suivre l'enchaînement. Bref, un enfant, sa fille, disparaît de son berceau d'une manière inconcevable. Toutes les recherches qu'on fait pour la retrouver sont inutiles. Son chagrin va jusqu'au désespoir et pour l'accroître, le comte de Z, son père, lui écrit que son gendre, qu'il croyait sur la route de Pise, a été trouvé frappé d'apoplexie dans la maison d'Angélique à Berlin. Il ajoute qu'Angélique est tombée dans un délire effrayant et que lui-même il ne pourra longtemps supporter tous ces maux. Dès que Gabrielle eut repris quelque force, elle courut se retirer dans les terres de son père. Durant une nuit sans sommeil, où les images de son enfant, de son mari perdu, se présentaient à ses pensées, elle croit entendre un léger bruit à la porte de sa chambre. Elle se lève précipitamment, allume une bougie à la flamme de sa lampe de nuit. Grand Dieu! Roulée sur le plancher, enveloppée dans son châle rouge, la bohémienne lui lance des regards fixes et étincelants, et berce dans ses bras un petit enfant qui vagit douloureusement. Le cœur de la comtesse est prêt à se rompre dans son sein. C'est son enfant, c'est sa fille perdue. Elle l'arrache des mains de la bohémienne, mais au même instant, celle-ci roule comme un automate sans vie. Au cri de la comtesse, tout le monde se réveille. On accourt, on trouve la femme morte. Rien ne peut la ranimer, et le comte la fait ensevelir. Que faire, sinon courir auprès de l'insensé Gabriel pour tâcher de lui arracher son secret? La folie furieuse d'Angélique ne permettait de laisser rapprocher d'elle que le valet de chambre, mais elle devient tout à coup calme et raisonnable lorsque le comte lui dit l'histoire de l'enfant de Gabriel. Elle frappa ses deux mains l'une contre l'autre et s'écria « Votre pouponne est arrivée, bien arrivée, et l'autre enterrée, enterrée. Oh, le brave faisan, comme il agite ses ailes dorées, ne savez-vous rien du lion vert avec ses yeux de feu ?» Le comte remarqua avec humeur le retour de la folie de sa fille, et il voulait l'emmener dans ses terres. Mais le vieux valet de chambre lui conseilla de n'en rien faire, car la fureur d'Angélique augmentait chaque fois qu'on voulait lui faire quitter la maison. Dans un moment lucide, Angélique conjura le comte de la laisser mourir dans cette maison, et celui-ci lui accorda sa demande, bien que l'aveu qu'elle fit en même temps lui sembla l'expression de sa folie qui reprenait son empire. Elle assura que le comte S était revenu dans ses bras, et que l'enfant que la bohémienne avait porté dans la maison du comte de Z était le fruit de cet amour. On croit encore à Berlin que le comte a emmené cette infortunée dans ses terres, tandis qu'elle est ici cachée à tous les yeux, dans cette maison abandonnée. Le comte de Z est mort il y a quelque temps, et la comtesse Gabrielle de S est venue avec Edmonde pour régler ses affaires de famille. Elle n'a pu se défendre d'aller voir sa malheureuse sœur. Il faut qu'il se soit passé dans cette visite des choses merveilleuses, mais la comtesse ne me les a pas confiées. Elle m'a seulement dit qu'il était devenu indispensable d'éloigner le vieux valet de chambre. Il avait d'abord essayé de dompter la folie de la comtesse en la soumettant à des traitements barbares, puis il s'était laissé séduire par la promesse qu'elle avait faite de lui enseigner le secret de faire de l'or, et il s'était livré avec elle à toutes sortes d'opérations. « Il serait inutile, » ajouta le médecin en terminant son récit, « il serait inutile de vous faire remarquer le singulier enchaînement de toutes ces choses, mais il m'est bien prouvé que c'est vous qui avez amené la catastrophe qui causera la guérison ou la mort prochaine de la comtesse. Au reste, je ne veux pas vous cacher que je n'ai pas éprouvé peu d'effroi lorsqu'en me mettant en rapport magnétique avec vous, j'aperçus aussi une image dans le miroir. Nous savons maintenant tous deux que cette image était le portrait d'Edmonde. Ainsi que le médecin, je crois inutile de m'appesantir sur les rapports mystérieux qui se trouvèrent entre Angélique, Edmonde, le vieux valet de chambre et moi. J'ajouterai seulement qu'un malaise accablant me chassa de la capitale et ne me quitta que quelque temps après, je crois, à l'époque de la mort de la comtesse folle. Théodore termina de la sorte son histoire. En nous séparant, François lui prit la main et lui dit en la secouant doucement et en le regardant avec un sourire presque douloureux « Bonne nuit, chauve-souris Spallanzanic. » Et c'est la fin de la nouvelle La maison déserte. Ça sera donc également la fin de la lecture pour ce soir. Nous passons à l'outro du live, les amis. Ok. Bon, je confirme que c'est plutôt dans mon top des nouvelles d'Hoffmann, je pense.
même si le chapitre là était un peu plus confus, je trouve, de suivre la narration de Théodore, et puis à l'intérieur de cette narration, la narration du docteur qui dure de nombreuses pages, enfin du médecin qui dure de nombreuses pages, qui en plus met en scène des dialogues au style direct, mais en racontant. Bref, c'était pas évident à suivre et je trouve que c'était un peu fouillis, un peu voilà, un peu Capharnaüm. Là, j'avais un peu plus de mal à suivre sur le dernier chapitre. Mais globalement, j'ai bien aimé l'ambiance. Mais je dirais plutôt l'ambiance, quoi. Parce que vraiment, l'histoire, là, sur la fin, j'ai eu du mal à suivre et je suis même pas sûr d'avoir compris très précisément comment ça s'agençait. Je trouve ça un peu moins bien écrit, pour être honnête. Parce que d'un seul coup, il y a plein de personnages qui arrivent. On nous parle de Angélique, Edmond, la bohémienne, etc. Enfin, d'un seul coup, c'est oui, en fait, je vous explique tout. C'est un tel qui a fait ceci à un tel, et puis ensuite un tel qui a fait ça à un tel, et ensuite il s'est passé ça. Bref, c'était un peu brouillon, je trouve, un peu trop d'informations d'un coup, et pas très clair, pas très facile à suivre. Donc voilà, un peu déçu quand même par cette fin. À part la phrase finale que je trouve bien, bien marrante, bien sentie. J'aime bien parce que je trouve que justement cette phrase finale a quelque chose un peu de la cruauté qu'on peut trouver dans l'œuvre d'Hoffman, mais qui est caractéristique, je trouve, d'un style d'horreur très particulier. Comme je disais tout à l'heure, un peu à la Chair de poule, à la Tales from the Crypt, donc les contes de la crypte, que j'ai vu disponible sur YouTube récemment, et je vais bien me les mater parce que je pense en avoir vu une bonne partie il y a quelques années de cela et j'avais bien aimé. Donc, ou bien en comics, je pense à Creepy and Eerie aussi. Ouais, je trouve qu'il y a un peu un truc de cet ordre-là, de ce ton-là, vous savez, de l'horreur cruelle et qui s'amuse de cette cruauté, quoi. Euh, d'ailleurs, une cruauté qui est souvent en, comment dire, en sorte de connivence avec le lecteur, quoi. Là, par exemple, la dernière réplique de la nouvelle avec le pote de Théodore qui lui dit bonne nuit chauve-souris Spallanzanic, ça fait référence au début de la nouvelle, tout ça, et on sent qu'il y a un peu ce truc de clin d'œil entre le personnage et le narrateur à qui il le dit, mais aussi avec le lecteur, quoi. Il y a un truc un peu clin d'œil, regardez le pauvre, il est en train d'être torturé, on va dire, et on s'amuse et on se délecte de ces histoires tortueuses, etc., quoi. Il y a un peu un truc comme ça, mais que je trouve très intéressant. J'avoue que j'aime beaucoup le ton, l'horreur, comment dire, l'horreur un petit peu grinçant, ou je sais pas si ce serait le bon terme. Je sais pas trop comment décrire précisément cette catégorie-là, ce genre-là. Mais l'horreur, je dirais, ouais, grinçant, l'horreur un peu comme ça, teinté d'humour macabre. Je trouve ça intéressant, c'est bien mené, mais je trouve que c'est une touche intéressante. Bref, la prochaine fois, nous nous consacrerons à la nouvelle Le Majorat, 6e nouvelle de ces 8 nouvelles que composent les contes nocturnes. Par contre, on va avoir un problème pour Le Majorat, je vous dis tout de suite. C'est que malgré tout, là on est à 1h40 de live et j'ai lu 34 pages. Le Majorat est composé grosso modo, il est composé de 80 pages à peu près. À peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, est-ce que je vous le fais en 2 lectures? Parce que ça m'embête. Si je le sépare en 3 lectures, ça va peut-être faire court pour le coup. Et puis, ça va faire traîner l'histoire un peu, de le faire sur 3 soirées. Si je vous le découpe en 2, ça traînera moins, on ira plus vite à finir l'histoire et on raccordera mieux les wagons, quoi. Mais c'est sûr que ça risque de faire des lectures de 2 heures, 2 heures et demie, quoi.
Hmm. Bon, je vais réfléchir à la question, et puis on verra ça. Vous verrez ce que j'ai décidé quand on se retrouvera. Là, je suis en train de regarder. Oui, c'est encore une fois une nouvelle séparée en chapitres. Donc, ce sera peut-être plus facile d'opérer des découpes aussi. Ok. Bon, bah, je vais étudier ça hors live. Et puis, vous verrez ce que j'ai décidé lorsqu'on entamera la lecture. Possiblement dès vendredi 21h. Encore une fois, je vous promets rien parce que là, je vais essayer de me remettre au live doucement. Je vous promets rien, mais dans l'idée, j'aimerais bien. Dans l'idée, j'aimerais bien que vendredi 21h, je vous propose la suite de cette lecture. Voilà, voilà. D'ailleurs, on en est à combien de pages? 245 sur... Là, c'est les notes, donc on s'en fout. 245 sur 400, en gros, quoi. Ok, donc on a dépassé la moitié, on est sur une grosse moitié de lecture. Donc voilà, on va doucement arriver sur la fin. Je pense que si je me mets sur un rythme comme à l'époque de 2 lectures le mardi et le vendredi à 21h, il y a moyen qu'on ait terminé Conte Nocturne dans les 2 semaines. Ça peut se faire, je pense. Dans les 2-3 semaines, quoi. Voilà, voilou. Bien. Quant à savoir avec quelle lecture je vais enchaîner, si je vais reprendre ce que j'avais fait un petit peu en fin d'année dernière, c'est-à-dire faire des lectures en simultané avec un créneau lecture supplémentaire le dimanche par exemple, ça je sais pas encore. Encore une fois, je préfère pas promettre des choses et je préfère pas me mettre dans un rythme soutenu que je vais pas savoir tenir sur la longueur parce que j'ai aussi, déjà parce que bon, je suis pas encore complètement au meilleur de ma forme, si je peux dire. Qu'il y a des choses encore que je dois régler, tout ça. Mais aussi, tout simplement parce que j'aimerais allouer un petit peu de mon énergie à d'autres projets, même si c'est très plaisant de faire des lives. Voilà, j'ai envie de gérer les choses de main de maître, avec parcimonie, et de m'allouer à plusieurs choses, etc. Bref, si vous avez regardé cette rediffusion sur YouTube, n'hésitez surtout pas à laisser un like, un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez surtout pas à me faire des retours sur la qualité sonore de ce live, ça me ferait super plaisir. Surtout si vous êtes un habitué de mes lectures et que vous percevez une différence, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir, ça me serait vraiment utile. On va continuer sur ce setup pour au moins, je dirais, 2-3 semaines, le temps d'avoir un peu de recul. Et puis éventuellement, je ferai des ajustements si besoin est. Voilà, voilou, abonnez-vous à la chaîne, tout ça. Et ma foi, je vous tiens au courant sur les réseaux, mais il y a de fortes chances qu'on se dise à vendredi pour la suite de la lecture. Potentiellement qu'il y aura d'autres créneaux dans la semaine si le temps, la motivation, l'envie est là. S'il y a d'autres créneaux, il y a de fortes chances que ce soit du gaming sur Song of Nunu. Maintenant que le jeu est débugué, on va pouvoir y aller. Et éventuellement comment dire? Ah, je trouve plus le répertoriage. Je sais pas si c'est le bon mot. De ma bibliothèque. Sachant que là, vous voyez, j'ai enlevé tous mes bibelots, tous mes livres pour pouvoir faire la peinture et la laisser sécher. Là, je pense que elle est largement sèche et que je vais pouvoir replacer les choses. Parce que du coup, j'ai des livres qui traînent un peu partout, genre là, genre sur un bureau, etc. Bref. Mais je ne sais pas encore si je veux replacer exactement les choses de la même manière. Faut que je réfléchisse. Parce que l'air de rien, mes étagères commencent à être pas mal pleines et il va peut-être falloir que je trouve une autre organisation. Surtout que lorsque je fais l'émission où je vous parle de ma bibliothèque, je sors beaucoup de livres de ma bibliothèque, donc je me dis peut-être que je vais attendre de vous faire cette émission, de sortir plein de trucs de ma bibliothèque avant de la réorganiser. Comme ça, les choses se remettront mieux dans l'ordre, etc. Il y a moyen que je fasse ça. En plus, ça va me donner un argument supplémentaire pour faire au plus vite cette émission.
pour pas que ça reste le boxon chez moi. Voilà. Bref, sur ce, merci à tous ceux qui sont passés. Merci Blackfreux, merci pour ton follow Popcorn et encore une fois, catégorie théoriste d'avoir follow également juste avant que je ne lance le live, c'est gentil. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming ou que sais-je encore. Tout est possible. Bye bye.